Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée du Symposium national en petite enfance. La vidéo qu'on vient de voir, qui rassemble des citations d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance, nous rappelle à quel point un personnel qualifié, c'est essentiel en éducation à la petite enfance. Du personnel qualifié voit au-delà d'un comportement d'un enfant, comprend son besoin, cherche dans les notions fondamentales du développement les meilleures activités d'apprentissage pour nos tout-petits. Voilà pourquoi la thématique des ateliers aujourd'hui, c'est la formation. Je m'appelle Gabriel Robichaud et je vous accompagne tout au long du symposium. Je suis donc ravi de retrouver celles et ceux qui étaient parmi nous hier. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. D'ailleurs, ceux qui étaient parmi nous hier ont pu constater quelques problèmes techniques qui ont entravé la diffusion de la cérémonie d'ouverture qui incluait l'histoire par l'AFCO. La cérémonie a été enregistrée sans les petits défis qu'on a vécus. Et donc, elle est disponible pour ceux qui aimeraient la voir ou encore la revoir. Les enregistrements des deux ateliers ont aussi été déposés dans la plateforme. Il s'agit simplement d'aller dans l'horaire et de cliquer sur le bouton « Visionner » à côté du titre de l'activité que vous voulez regarder. D'ailleurs, un petit rappel, vous pouvez trouver les informations sur le fonctionnement de notre plateforme virtuelle dans le guide du participant que vous avez reçu par courriel ou sur la page web de l'ACUFC au lien qu'on vous met dans le clavardage de l'atelier à l'instant, soit acufc.ca/petite enfance en un trait. Et en cas de besoin, un petit signe à l'appui technique en bas à gauche de votre écran et des membres de l'équipe technique du Collège Boréal vous répondront. Tout au long de la journée, soyez actifs dans le clavardage des ateliers, écrivez-y vos questions, vos suggestions, vos réactions. C'est un espace sécuritaire et tout ça est mis à votre disposition pour interagir soit en groupe ou en privé. Dernière chose, demain, la journée commence avec la conférencière Sonia Lupien et elle finit par deux surprises. L'annonce d'une campagne et un tirage parmi celles et ceux qui auront rempli notre sondage. Surveillez ça demain en clôture du symposium. Alors, pour commencer cette deuxième journée sur le thème de la formation, voici le directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à la CUFC, Martin Normand. Bon atelier. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette entrée en matière. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour le troisième atelier en cette deuxième journée du Symposium national en petite enfance. Donc, je suis Martin Normand, je suis directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Et ça me fait vraiment plaisir d'animer l'atelier d'aujourd'hui dans le cadre d'un symposium aussi structurant et important pour l'épanouissement des communautés francophones. Le thème de notre atelier, c'est tirer parti des meilleures pratiques pour valoriser la formation initiale et les programmes d'études en éducation à la petite enfance. Donc, on aura avec nous des représentants de divers collèges de la francophonie canadienne qui vont faire le point sur les spécificités, sur la valeur ajoutée des programmes d'études en petite enfance qui sont conçus selon une approche du par et pour les francophones. Il va donc s'agir d'une occasion d'échanger sur l'enjeu de la visibilité des programmes, des incitatifs à la formation et des bonnes pratiques en matière de promotion. Je vous présente nos trois panélistes pour cet atelier. Tout d'abord, Lise Frenette, qui est directrice du Bureau d'assurance qualité et des partenariats en enseignement au Collège La Cité en Ontario. Je vous présente Francis Cazongo, directeur général du Collège Mathieu en Saskatchewan.
Et finalement, Marie-France Lantaigne, directrice à la formation et à la réussite étudiante au Collège francophone nordique au territoire du Nord-Ouest. Merci à vous trois de vous joindre à nous pour cette importante discussion. Nos panélistes ont déjà eu les questions, donc on va avoir une discussion qui a été préparée et qui a été inspirée par nos échanges préliminaires. Donc, je vais leur donner la parole à tour de rôle et ils sont déjà au courant du temps qui leur était parti pour leur réponse. Sachez qu'en bout de piste, on aura une dizaine de minutes pour des questions du public, donc on vous invite à poser les questions directement dans la boîte de clavardage et je pourrai en reprendre certaines pour meubler cette période de discussion. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, pour cette première ronde de questions, je vais donner la parole tout d'abord à Lise. À la Cité, comment les programmes se distinguent-ils pour tenir compte des spécificités des communautés francophones en contexte minoritaire et pour répondre aux enjeux locaux qui émergent du terrain? Bonjour et merci de l'invitation. Alors, écoutez, à la Cité, le programme Éducation et services à l'enfance possède, entre autres, des modes de livraison qui sont, selon nous, adaptés à la clientèle et qui répondent aux besoins de notre clientèle étudiante, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, que ce soit en mode commodal ou en milieu de travail. Évidemment, notre programme d'études respecte les normes et les critères du ministère de la Formation, du ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, bien sûr, et inclut des milieux de stage. Donc, nous avons la grande chance d'établir des rapports de proximité avec nos partenaires et les organismes en petite enfance. Aussi, une autre chose importante, c'est que les programmes d'études en Ontario au collégial profitent et bénéficient de comités consultatifs. Alors, ces comités consultatifs sont composés de partenaires à l'extérieur du collège, dont ça peut être des directions de milieux de garde, de services de garde, que ce soit des représentants de l'association telle la FCO, etc. Et le but du comité consultatif, qui a aussi des étudiants qui y participent, des professeurs, la direction du programme, etc., c'est un rôle conseil, à savoir que le comité consultatif est au courant des changements de cursus qui ont lieu dans le programme d'études. Il suggère des changements selon l'évolution du milieu de travail. Il participe aussi à l'évaluation du programme. Donc, lorsqu'on fait l'évaluation d'un programme à chaque année ou l'évaluation détaillée de programme à chaque 5 ans, ils font partie du groupe ciblé. Et on parle aussi de nature de compétences aussi, donc ils nous orientent par rapport à ça. Et finalement, ils nous identifient. Grâce à eux, on a la chance de pouvoir placer nos étudiants en milieu de stage plus facilement parce qu'ils nous identifient des partenaires. Et enfin, ils nous aident aussi dans le recrutement de nouveaux étudiants grâce à cette étroite collaboration que nous développons avec eux. J'essaie de respecter mon temps. C'est bon, Lise, merci. Francis, si on passe à vous, en Saskatchewan, la réalité est sûrement très différente de celle qui prévaut en Ontario, mais j'imagine que vous épousez certaines des stratégies qui ont été présentées par Lise. Absolument. Il y a quelques ressemblances par rapport à l'Ontario, à la CICE. Par ailleurs, pour ce qui nous concerne au Collège Mathieu, je dois dire en passant bravo à la CIFC pour l'initiative du symposium sur la petite enfance. Le Collège Mathieu a commencé timidement à offrir le programme en petite enfance. Ça fait une quinzaine d'années, par entente interinstitutionnelle en passant, avec le Collège Éducacentre, ce qui nous a amené en 2012 à pouvoir concevoir notre propre programme et en suivant les normes du ministère de l'Enseignement supérieur. Et en 2014, la communauté françaissoise, lors d'un rassemblement francophone annuel de la province, avait décrété le secteur de la petite enfance comme secteur prioritaire et adressé toute la question de la pénurie, ce qui nous avait amené à réfléchir à comment nous allons concrètement répondre aux besoins précis de la communauté au niveau de la formation initiale en petite enfance. Donc, nous avons conçu, développé un programme, à notre avis, adapté à nos besoins,
c'est-à-dire que ce programme-là qui forme des éducatrices et éducateurs en petite enfance, mais aussi des gestionnaires, c'est-à-dire que ça part des attestations, certificats jusqu'au diplôme, avec essentiellement 4 éléments importants que nous avons pensé importants à insérer dans les programmes en termes de philosophie. C'est-à-dire que le programme vise à outiller, n'est-ce pas, les intervenantes à toute la question de renforcement identitaire et culturel francophone auprès de la jeune enfance et développer, au fait, de transmettre des compétences interculturelles aux intervenants, c'est-à-dire aux éducatrices et éducateurs en petite enfance. Nous avons également inséré les notions, au fait, la notion de la sensibilisation à la culture autochtone. Et le 4e élément, c'était celui de la saine alimentation et l'activité physique. Pour nous, c'est très important que ces éléments-là soient incrustés dans le programme et que les futures éducatrices et éducateurs soient sensibilisés à pouvoir transmettre ces valeurs-là à la jeune enfance, parce que nous disons chez nous, nous ne pourrons pas parler du post-secondaire dans 50 ans si on ne s'occupe pas de la jeune enfance. Donc, nous devons très tôt provoquer l'éveil identitaire et culturel auprès de la jeune enfance. C'est un programme qui suit les normes du ministère de l'Enseignement, du ministère de l'Éducation, avec la branche qui s'occupe de toute la question de la petite enfance. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Association des parents françois, justement, à ce niveau-là, pour pouvoir faire valoir l'importance, n'est-ce pas, de faire carrière au sein de la petite enfance, aussi avec les réseaux de CPE, c'est-à-dire les garderies, les centres de la petite enfance dans la province. Nous travaillons de sorte à pouvoir avoir des rétroactions pour toujours nous améliorer et évaluer les programmes et nous ajuster. C'est un programme qui a été développé avec une approche par compétences que nous suivons strictement parce que nous avions à l'époque et estimé que les étudiants attendaient un peu trop longtemps avant de pratiquer la théorie. Ce qui veut dire que l'approche par compétences nous permettait d'intégrer automatiquement la pratique dans la théorie et ça de façon tout à fait efficace avec les centres de petite enfance à travers la province. Nous avons au fil du temps ajusté un peu parce que ça devenait un peu lourd en termes vraiment de la capacité d'accueil dans les réseaux. Et nous avons effectivement ajusté pour réduire carrément le stage par niveau à un stage par niveau de formation. Ça fait que, bon an, mal an, nous avons donc cheminé à ce niveau-là pour pouvoir aujourd'hui accueillir plus de 250 étudiants en petite enfance venant tant de la Saskatchewan que d'autres provinces canadiennes et même de l'international. Donc, voilà un peu les... Oui, voilà. Oui, merci Francis. On pourra compléter. La prochaine question vous permettra de revenir sur l'approche particulière du Collège Mathieu dans l'élaboration de ces programmes. J'aimerais entendre Marie-France aussi sur qu'est-ce qui distingue l'offre de programmes en petite enfance au territoire du Nord-Ouest dans votre établissement. Bien, nous, c'est ça, le Collège nordique, on est assez jeune, on est seulement actif depuis 2011 et on vient tout juste de recevoir le mandat du gouvernement des territoires du Nord-Ouest de devenir un établissement postsecondaire. Alors, on est principalement au niveau de la formation continue pour les ateliers en petite enfance. Notre particularité, c'est qu'on travaille très, très près avec les collaborateurs francophones, la communauté, pour pouvoir répondre aux besoins ponctuels des employeurs de la région, des garderies de la région. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est mandatoire pour réussir notre travail, surtout quand on sait qu'on a une population francophone très restreinte au territoire du Nord-Ouest. Alors, on parle d'à peu près 2400 personnes qui parlent le français. On s'entend qu'on n'a pas beaucoup de garderies ou de services de garde en milieu familial francophone. Donc, c'est très important de les outiller. Une autre particularité aussi, c'est que les cultures et les valeurs, ils sont différentes. Alors, pour nous, il faut vraiment cibler avec la culture autochtone au nord du 62e parallèle. C'est quelque chose qui est différent que la culture autochtone dans le reste du Canada. On doit faire attention à comment on véhicule certaines valeurs et comment on enseigne à ces éducateurs-là et ces éducatrices. Une autre particularité qu'il faut faire attention, c'est que la plupart des gens qui migrent au territoire du Nord-Ouest,
ils sont pour 3 à 5 ans. Alors, ce sont des gens habituellement qui sont formés. Donc, notre clientèle, on va aller chercher habituellement des gens qui travaillent déjà en milieu de garderie pour pouvoir les former. On a des partenaires comme le Petite Enfance en santé qu'on contribue grandement. Alors, les partenaires Réseau Santé TNO, et on travaille beaucoup avec le CDTNO, le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. On a aussi, pour nous, on a aussi, c'est via, comme vous pouvez le constater, comme on n'a pas une grosse clientèle francophone au TNO, on offre aussi la formation, le programme d'études de services de garde en partenariat avec la Cité, dont Lise parlait de leur programme. Alors, depuis septembre, on a cette offre de programme-là. Et pourquoi on a été avec la Cité? C'est parce qu'il nous permettait d'être plus flexibles, parce que dans la région, avec la pénurie des éducateurs et éducatrices, les employeurs ne peuvent pas les laisser aller se former pendant le jour. Alors, c'était très important pour nous que la formation soit flexible, qu'ils puissent suivre le programme dans soirée, en fin de semaine. Aussi qu'on a eu la chance avec eux de pouvoir réviser avec une experte en petite enfance le contenu des cours pour l'adapter à la nordicité, pour l'adapter à la culture et aux valeurs nordiques. D'ailleurs, pour nous, un exemple d'atelier qui s'en vient très prochainement, que je peux vous dire, je pense que c'est le 29, oui, c'est ça le 29, c'est jouant dehors même quand le froid s'en mêle. Alors, vous pouvez voir la valeur, parce que quand on a des gens qui arrivent des pays ou des régions plus au sud, pour eux, d'avoir une température de moins 42, est-ce qu'on envoie les enfants dehors? Comment doit-on les habiller? Alors, pour nous, ça implique beaucoup de petits paramètres. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça, avec les garderies du Nord, je l'ai déjà dit. Oui, c'est pas mal ça. Merci. Merci beaucoup, Marie-France. En fait, quelque chose que j'ai entendu dans vos 3 réponses, c'est votre proximité avec le milieu, c'est faire écho aux priorités des communautés. Et ça rejoint tout à fait la deuxième question qu'on avait prévue pour cet échange-là, c'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée de programmes d'études qui sont conçus dans une approche par et pour les francophones? Parce que vous avez parlé de flexibilité, d'agilité et de proximité. Francis, je suis sûr que vous pouvez poursuivre là, vos réflexions là, sur la façon dont sont conçus vos programmes là, en Saskatchewan. Absolument, mais au fait, nous sommes d'abord un établissement par et pour les francophones, ce qui veut dire que nous devons premièrement répondre aux besoins de la francophonie saskatchouanaise et par-delà la francophonie canadienne de façon un peu plus large. Et donc, le programme en petite enfance, c'est un programme, à mon avis, qui doit justement s'articuler pour répondre spécifiquement aux besoins locaux en termes de francophonie, je veux dire. Parce que si nous ne concevons pas un programme qui répond aux besoins spécifiques, j'ai parlé un peu plus tôt de renforcement identitaire ou l'éveil tôt de l'identité francophone et de la culture francophone auprès de la jeune enfance, mais ça prend qu'on outille, qu'on sensibilise nos éducatrices et nos éducateurs. Ça prend également qu'on disponibilise aussi des formations d'enrichissement professionnel pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que nos éducatrices, lorsqu'ils ont quitté les classes, puissent quand même se ressourcer. Alors, parlant de la communauté francophone, mais évidemment, la relève, c'est la jeune enfance. Et cette jeune enfance-là doit être sensibilisée, doit être outillée à travers les intervenants qui sont les éducatrices en petite enfance pour pouvoir pérenniser le fait français dans notre province. Évidemment, même aussi en termes de vitalité, si on fait des projections au-delà de 15, 20, 50 ans, mais justement en éveillant matinalement, si je peux m'exprimer ainsi, la jeune enfance, mais on peut espérer, n'est-ce pas, former des leaders francophones convaincus pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, la suite du travail qu'on aura amorcé. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée qui vient avec ces éléments-là. Il faut aussi dire que de plus en plus, nous avons une immigration francophone aussi qui arrive. Et les compétences interculturelles que nous avons insérées dans notre programme, la question de la sensibilisation à la culture autochtone, elle est vraiment importante parce que le programme d'il y a quelques années ne tenait pas compte de cette importance-là. Donc, nous avons tenu compte de ces éléments-là et également la saine alimentation, donc tous les aspects nutritionnels et l'activité physique. Nous pensons que très tôt, il faut que nos étudiantes et nos étudiants
soient suffisamment outillés pour pouvoir efficacement faire leur travail et influencer le développement de la jeune enfance assez tôt. Merci, merci beaucoup, Francis. Marie-France, je me tourne vers vous. Je suis vraiment curieux de savoir, quand vous êtes devant une communauté qui est à la fois plus restreinte, mais aussi souvent en transit, comment le par et pour vient s'incorporer dans votre réflexion sur les programmes? Bien, nous, c'est vraiment en maintenant des liens vraiment étroits avec la communauté, avec les associations comme la Fédération franco-ténoise, avec l'Association du réseau santé TNO. Alors, ce sont tous des partenaires francophones qui ont une valeur vraiment importante pour nous. La commission aussi, la commission scolaire pour laquelle on travaille de très près à répondre à certains de leurs besoins ponctuels. Donc, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir avoir un service de formation personnalisé étant donné le roulement de personnel. D'avoir des liens directs avec les directions de garderie, de les impliquer dans nos formations, de les inviter à participer, à contribuer. D'ailleurs, on a une de nos directrices qui va offrir une formation. Donc, tu vois, on privilégie aussi l'expérience des gens qui sont en région pour pouvoir développer, c'est ça, des formations qui répondent aux besoins ponctuels ou aux besoins que l'on a dans notre petite communauté. C'est vrai qu'on continue aussi de travailler toujours en étroite collaboration avec d'autres partenaires collégiaux ou universitaires qui peuvent nous offrir des expertises ou des programmes qui répondent à notre besoin. Nous autres aussi, faut pas oublier que à Yellowknife, que ce soit les communautés de Hay River ou autres qu'on retrouve au territoire du Nord-Ouest, ben, c'est tellement une petite communauté que c'est comme une famille. Alors, faut vraiment passer beaucoup de temps à entretenir ces relations, communiquer, verbaliser, se rencontrer. Alors, ouais, c'est quelque chose de très particulier. Puis, pour nous, tout est conçu par et pour les francophones. C'est mandatoire. C'est comme je le disais, on les implique beaucoup. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une formation pour s'outiller, pour agir vers la réconciliation pour les éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Puis, ce programme, bien, on est en train de le faire en partenariat avec des Autochtones et avec des directions de garderie. Alors, vraiment, on donne la structure humaine, on donne vraiment sa particularité à notre programme qui sortira très bientôt, en 2023. Alors, je pense que c'est pas mal ça. Je vais me permettre juste une petite question de relance, Marie-France. Comment vous avez établi ce partenariat avec la communauté, les communautés autochtones autour de chez vous? Comment vous avez réussi à les amener autour de la table pour concevoir ces programmes-là? Bien, pour nous, une des choses qui est importante, c'est que ça ne date pas d'hier. Construire des liens avec les communautés autochtones, ça prend des années à faire. Alors, notre principale fonction, avant de devenir mandaté de devenir du postsecondaire, était une école de langue. C'est grâce aux enseignants de langue, parce qu'on est les premiers à être les enseignants de Clichon, la langue autochtone des Dene. Alors, à partir de là, on a commencé à bâtir des relations avec le YKDFN, puis tous ces autres organismes de la région qui sont autochtones. Et à partir de là, ben, pour nous, ça a été plus facile. Ce n'est jamais gagné, mais ça a été plus facile d'aller chercher leur appui, les impliquer dans nos projets, que ce soit pour offrir une autre langue, le Willidé, ou de travailler sur un projet comme en petite enfance. Alors, on a le soutien des communautés autochtones qui nous appuient dans nos démarches. C'est comme ça que ça a commencé. Merci pour Bonne cette question, question. Martin. Merci. Merci. Lise, je me tourne vers vous pour terminer ce tour de table-là. Comment le par et pour prend forme? Vous avez parlé des conseils consultatifs, notamment au sein des collèges ontariens. Il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles vous pouvez renchérir. Bien, écoutez, le par et pour en Ontario, on le vit depuis quand même quelques décennies, alors que le gouvernement a établi une division pour le continuum de l'éducation en langue française. Alors, donc, ça se concrétise par des initiatives subventionnées très concrètes à partir des élèves, surtout du secondaire, mais je vous dirais à partir de la petite enfance jusqu'après le diplôme, jusqu'à sur le marché du travail. Et toutes les initiatives qui sont mises en place veulent assurer justement la poursuite de l'éducation
à partir de l'élémentaire, secondaire, collégial, universitaire, en français. Donc, le plus grand défi, nous savons tous qu'en milieu minoritaire, nous avons des familles qui ne sont pas nécessairement intimement francophones. Alors, à ce moment-là, il faut s'assurer que dans l'éducation première, c'est-à-dire à l'école élémentaire, secondaire, on promouvoit ou on renchérit ou on développe un intérêt immédiat, flagrant pour le fait français. Donc, s'exprimer en français. Donc, c'est là que s'accroche aussi tout ce qui est la construction identitaire, qui s'appelle aussi de la valorisation de la langue française au sein de tes amis, au sein de ta famille, dans tes nombreuses interactions. Je vous dirais aussi qu'en Ontario, nous avons une diversité culturelle très enrichissante et très, très intéressante. Donc, pour nous, au niveau de la petite enfance, ça démarre là, à savoir l'enfant qui s'en va dans un milieu de garde en français. Alors, il revient à la maison et veut continuer à parler en français. Et le choix des parents dans un milieu minoritaire, évidemment, on espère énormément qu'il va décider de poursuivre l'inscription à l'école en français. Et c'est une importance aussi capitale d'avoir des milieux de garde à l'intérieur des écoles élémentaires ou tout près des écoles élémentaires et dans des communautés bien ciblées pour justement pouvoir contribuer à assurer la pérennité de notre français en milieu minoritaire. Il y aurait, je vous dirais, par rapport à ça aussi, que par et pour les francophones, ça devient en Ontario une réalité. C'est dans notre ADN. Nous avons eu les conseils scolaires gérés par et pour les francophones. Nous avons eu les collèges gérés par et pour les francophones. Donc, il va de soi que ça s'arrime dans la continuité de la persévérance et la présence de la francophonie. Donc, les services de garde, c'est le premier pas pour assurer et pour confirmer le fait français. Merci, Lise. Et vous êtes tous les trois dans les collèges, donc vous savez à quel point ces transitions-là entre les étapes au sein du continuum sont cruciales pour s'assurer qu'il y a une continuité, une pérennisation des communautés. Oui, allez-y, J'ajouterais, Martin, par rapport à ça, autant Francis que Marie-France ont identifié l'importance des partenariats. On ne peut pas faire ça tout seul. On doit assurer que notre formation soit de la plus grande qualité, vise l'excellence. C'est ce que nous nous efforçons de faire. On doit s'assurer aussi que les milieux de stage soient accueillants et comprennent aussi les responsabilités qui s'associent à l'accueil de nos étudiants, donc des futurs éducateurs et éducatrices qualifiés. Et c'est aussi en Ontario, nous avons un ordre, donc c'est aussi important pour nous de rendre l'étudiant et finalement le futur travailleur comment je pourrais dire, équipé, outillé, formé et aussi développer déjà des capacités que lorsqu'il intègre le milieu d'emploi, il est prêt à l'emploi. Donc, on attend que ce ne soit pas comment je pourrais dire, pour les employeurs, qu'on attende comme ça prend 3 mois, 6 mois, bien que je dois lui donner encore un petit peu plus de temps pour qu'il puisse s'habituer. C'est notre responsabilité que lorsqu'il sorte, qu'il soit outillé pour rencontrer les responsabilités de son poste. Oui, puis outillé pour être capable de travailler dans des milieux de travail francophones aussi, ou du moins où le français est utilisé. Il y a des études qui sont sorties de Statistique Canada tout récemment qui disent à quel point on est beaucoup plus susceptible de travailler en français si on a fait un parcours postsecondaire en français aussi. Donc, toute l'importance de vos trois établissements dans ce débat-là. Pour boucler la boucle, ça sera le dernier tour de table. J'invite ceux et celles qui sont avec nous à poser des questions dans la boîte de clavardage. On y arrive sous peu. On fera un dernier tour de table autour de la question de la promotion. Lise, vous avez parlé du fait que tous les programmes visent l'excellence. Encore faut-il que ces programmes excellents soient connus. Donc, comment peut-on s'assurer d'accroître la visibilité des programmes, d'en assurer leur promotion et surtout de valoriser
la formation initiale en petite enfance. Je vais commencer avec vous, Marie-France. De notre côté, au territoire du Nord-Ouest, avec le Collège nordique, on a pris plusieurs approches, on a pris plusieurs chemins. Je ne vous dirai pas si c'est bien ou c'est moins bien, mais on a essayé plusieurs pistes. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a une particularité, on est chanceux. Le français au territoire du Nord-Ouest, c'est une des 11 langues officielles des TNO. Donc, on a un support du gouvernement territorial par rapport à tout ce qui touche la petite enfance. Alors, ils font beaucoup la promotion de nos programmes, de nos ateliers, de notre formation en ligne autoportante qu'on a développée sur la plateforme Moodle. Ensuite de ça, on a fait des campagnes de valorisation aussi auprès des garderies de la région et de d'autres régions. Quand on parle de campagne de valorisation, c'est qu'on a décidé de faire, par exemple, signer une carte géante avec des petits mots de nous, du collège, pour les remercier pour leur excellent travail, puis on leur a amené des petites douceurs, comme on dirait. Alors, on a pris des photos, puis on s'est fait un mandat de publiciser ça sur nos réseaux sociaux, dans notre infolette, de faire sûr que les gens étaient au courant qu'on appréciait cette profession-là et qu'on soutenait les efforts qui étaient faits dans les garderies. Ça, c'est un des exemples. Ensuite de ça, on a aussi on a remarqué qu'il n'y avait pas de groupe Facebook pour les éducateurs et éducatrices au Canada francophone. C'était pratiquement tous en anglais. Donc, on a créé un groupe pour les francophones en situation minoritaire. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre. Je sais que je fais de la promotion, mais c'est bien parce qu'on véhicule des messages, on met des ressources pédagogiques. Même la Fédération des parents de la francophonie manitobaine y fait partie. Alors, c'est un groupe privé, on fait des acceptations uniquement, on vérifie c'est qui, c'est quoi, on veut pas n'importe qui. Ça, c'est une façon aussi. On a fait, il y a une autre particularité au TNO, c'est qu'on n'a pas besoin d'être diplômé pour exercer la profession. Alors, pour nous, c'est important, on est en train de faire du lobbying auprès du gouvernement, on est en train de dire, regarde, c'est notre futur, les enfants, on veut s'assurer que les personnes soient reconnues à leur juste valeur. Ça veut dire qu'il faut peut-être des augmentations salariales, des meilleures conditions de travail. Alors, moi, je pense que c'est à ce moment-là. On a fait des capsules vidéo qui font la promotion de la profession. Ça fait que c'est ça. Puis les commissions scolaires aussi, on travaille avec. Ça fait qu'eux aussi avaient décidé que souvent, les éducateurs, éducatrices, ils n'ont pas vraiment de journée de pédagogique ou de formation. Donc, nous, avec notre cours de formation autoportante, c'est gratuit pour eux. Alors, c'était de pouvoir leur permettre d'avoir de la formation en même temps que tous les autres enseignants qui recevaient lors des journées pédagogiques. Alors, pour nous, ça a pris plusieurs tournants. On a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, auprès des communautés parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on partage, qu'on publie ou qu'on véhicule comme message, on le partage avec tous nos réseaux francophones, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans les communautés et même dans l'ensemble du Canada pour reconnaître la profession. Merci, Marie-France. Beaucoup de pratiques fort intéressantes. À ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des pratiques, vous pouvez aussi les mettre dans le clavardage. Ce sera une occasion de partager vos bonnes pratiques avec tout le public. Lise, je me tourne vers vous. Quelles sont les pratiques que vous avez mises en place pour valoriser la formation initiale et en faire la promotion? Bon, je vais écoutez, tout ce que Marie-France a dit, nous le faisons. Bien sûr, il n'y a pas de recette magique au niveau des collèges. Nous avons des agents de liaison qui parcourent les écoles secondaires et pour faire la promotion d'une carrière en petite enfance et aussi essayer de faire tomber les tabous par rapport à une carrière en petite enfance. Hein. On sait que quelquefois, les parents vont inciter leurs enfants à dire va vers une carrière payante et en petite enfance, c'est pareil comme dans d'autres domaines, voyez-vous. Alors, il faut convaincre au-delà de ça que à l'intérieur de toi-même, tu as peut-être une petite voix qui t'interpelle et qui dit, moi, je veux travailler avec les enfants, j'aime les enfants. Alors, comment on fait ça? On s'assure qu'en Ontario, nous avons le programme de cours à double reconnaissance de crédit. Alors, on s'assure qu'il y ait un cours en petite enfance qui est inscrit, alors que des élèves du secondaire s'inscrivent à ce cours. Et s'ils le réussissent, bien sûr, ça compte du côté du diplôme d'études secondaires et aussi, bien, son crédit est déjà réalisé quand il s'en vient en petite enfance.
Alors, ça, c'est un avantage, un incitatif. Évidemment, il y a les portes ouvertes, il y a les webinaires, il y a les pages web et il y a surtout, je vous dirais aussi, énormément de visites chez nos partenaires dans les milieux de garde, OK? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices qui ne sont pas encore qualifiés. Donc, nous faisons la promotion de notre programme de RDA en bloc pour assurer que nos éducatrices et nos éducateurs puissent être reconnus comme des éducateurs qualifiés. Donc, ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup d'envois aussi dans les médias sociaux, le Facebook de ce monde, tout ce qui permet finalement aux individus, autant les étudiants à l'intérieur du programme d'études, les professeurs qui s'impliquent énormément et qui travaillent en collaboration aussi avec des organisations, des organismes pour trouver des solutions pour participer à des événements ou pour aussi développer du matériel pédagogique qui va servir aux éducateurs présentement, que ce soit des jeux sérieux, bon, tout ce que vous voulez, les jeux d'évasion, nommer tout ce qui peut être technologique maintenant et qui accroche au niveau visuel, au niveau auditif, parce qu'on a différentes façons d'apprendre, voyez-vous. Donc, tout ce qui peut permettre à la profession de faire, de jaillir, hein, d'être le joyau au niveau de l'importance, je pense que c'est ça, de prouver l'importance, ce rôle capital en première ligne pour le maintien du français. Ça commence avec les tout-petits. Alors ça, on l'oublie trop souvent. Donc, c'est un travail de collaboration, les profs avec les organisations, les profs avec les milieux de stage, les profs dans leur façon de revoir les activités d'apprentissage, la persévérance de nos étudiants, l'importance de la diversité culturelle de nos étudiants et des éducateurs, des éducatrices et des familles. On parlait, oui, évidemment, des Autochtones et il y a tout le reste aussi par rapport à ça. Donc, la reconnaissance que notre société évolue et l'acceptation de tous les genres, OK, c'est aussi capital et le bouche à oreille se fait veut pas par nos finissants, par nos profs, par nos milieux de stage et évidemment, ces personnes-là, à un moment donné, deviennent aussi des employeurs. Donc, et on se fie aussi beaucoup au niveau des conseils scolaires francophones qui assurent aussi la promotion et l'accueil de nos étudiants. Donc, c'est une multitude de choses. Merci beaucoup, Lise. J'imagine que Francis, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, là, mais vous avez peut-être des stratégies particulières aussi chez vous. Là. On va pouvoir conclure ce tour de table avec vous. Certainement, je ne veux pas répéter ce que mes collègues ont dit parce qu'on se retrouve dans certaines pratiques et certaines stratégies. Le travail en réseau est très important pour ce qui nous concerne. Nous sommes en train de vivre ce que nous appelons un retour sur l'investissement parce que nous avons de plus en plus nos finissantes en petite enfance qui sont partis jusqu'au diplôme, qui sont maintenant des employeurs, donc qui embauchent parfois. C'est des bouches à oreille, mais aussi avec tous nos canaux de communication et de diffusion de nos produits promotionnels, on essaye d'élargir un peu les bassins au niveau de la diffusion du programme. Mais surtout, nous capitalisons sur les symposiums des parents, entre autres aussi, parce qu'il y a annuellement un symposium des parents françois qui regroupe toutes les directions de garderie, des CPE et puis toutes les éducatrices pratiquement, pour X nombre d'ateliers et puis d'activités d'enrichissement professionnel. Nos étudiants eux-mêmes sont aussi des outils, au fait, des canaux par lesquels on passe pour pouvoir diffuser l'information à travers leur propre réseau aussi. Nous avons les médias sociaux, nous avons notre propre programmation annuelle aussi que nous diffusons chaque année. Bref, le point culminant de tout cela, c'est que, comme je le disais, nous avons notre programme en petite enfance chez nous, c'est notre programme phare, c'est le programme qui a les plus d'étudiants et qui a les plus de finissants annuellement
Ce qui veut dire qu'à la collation des grades, nous avons un nombre assez élevé des finissantes en petite enfance. Donc, c'est un outil promotionnel assez important que nous utilisons pour pouvoir attirer davantage d'étudiants. Et celles parfois qui terminent, mais nous avons des étudiants d'aussi loin que Terre-Neuve et Labrador, ce qui fait qu'à la collation des grades, on les invite à participer à la collation des grades. S'ils ne peuvent pas participer physiquement, mais ils participent virtuellement. Et de plus en plus, mais ces étudiants-là relaient l'information au sein de leur communauté aussi, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas encore de formation en petite enfance disponible. Alors, ça fait que les partenariats avec l'APF, l'Association des parents françoisois, le partenariat avec les conseils des écoles françoisoises, au niveau, Lise en faisait mention, au niveau de la double accréditation, pour nous, c'est vraiment très important. Nous négocions avec certains établissements universitaires, notamment chez nous ici, pour aussi provoquer du 2+2 éventuellement. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'avec toute la question aussi de la pénurie de la main-d'œuvre, ça fait que les étudiants sont parfois tentés d'aller chercher un diplôme universitaire de premier cycle. Pourquoi déjà ne pas provoquer ces genres de négociations-là du 2+2 éventuellement s'ils veulent aller chercher un baccalauréat en éducation? Donc, c'est vraiment parmi les stratégies que je peux ajouter sur ce que mes collègues ont mentionné. Merci, merci beaucoup à vous trois pour ces réponses. Je vais mettre mon chapeau de relations internationales à la CUFC pour vous poser une question supplémentaire. Je ne sais pas dans quelle mesure vous faites du recrutement à l'international pour vos programmes en petite enfance, mais s'il y en a d'entre vous qui en font, quelles sont les stratégies que vous avez adoptées là, pour rejoindre cette clientèle-là? Et quels sont les messages particuliers qu'il faut passer auprès de cette clientèle-là pour l'inciter à venir chez vous? Je vois que Francis a mis son micro, on fera le tour. Merci beaucoup. Je vais me lancer vraiment dans la rivière. Au fait, de plus en plus, nous avons des étudiants internationaux, effectivement, parce que nous avons commencé le développement international, ça ne fait pas longtemps, en 2016, et nous avons remarqué de plus en plus que notre programme en petite enfance est ciblé par certaines candidatures, parce que dans certains pays francophones, notamment en Afrique et même en France, ces domaines-là n'est pas forcément très réglementé pour l'Afrique francophone en tant que telle. Il n'y a pas de formation en tant que telle. Le caractère intéressant, c'est que les étudiants peuvent aussi le suivre à distance. Donc, ils peuvent le suivre à partir de leur pays. Et puis, il y a une économie à aller chercher substantiellement. Mais il faut obligatoirement faire le stage sur le sol canadien. Mais nous sommes quand même assez ouverts à trouver des ententes avec des employeurs locaux pour pouvoir accueillir nos étudiants qui ne souhaiteraient pas venir au Canada pour des raisons de moyens et puis des limites administratives. Ça fait que ce qu'on appelle dans certains pays travailler dans les crèches, ainsi de suite, mais de plus en plus, ça devient comme un paravent aussi pour pouvoir développer le goût du travail dans le monde de l'éducation. Pratiquement. D'après les expériences que nous avons pu avoir, notamment dans l'Afrique francophone centrale et de l'Ouest, c'est que les étudiants voulaient s'outiller, ils voulaient avoir une formation évidemment canadienne, parce que bon, l'éducation au Canada est valorisée, mais tout en voyant dans quelle mesure ça peut répondre aux besoins locaux dans leur pays. Donc, on trouve que c'est un domaine qui, si on doit parler même de la francophonie internationale de façon plus large et dans plusieurs décennies, mais nous devons effectivement nous ouvrir. Nous devons nous ouvrir, nous devons disponibiliser ces formations-là dans des pays où elles ne sont pas disponibles. Marie-France, Lise, vous avez quelque chose à ajouter? Je vois Lise qui veut ajouter. Oui, allez-y. J'ai un problème avec mon micro. Écoutez, moi, je vous dirais, le recrutement international, oui, la Cité est bien présente et accueille plus de 1100 étudiants internationaux par année dans différents domaines d'études, je vous dirais.
Maintenant, ceci dit, puis évidemment, bien, si l'étudiant international choisit le domaine de la petite enfance, il va être traité exactement comme les autres étudiants et va suivre les formations, devra intégrer les milieux de stage, etc., sans souci. Puis on offre un service d'appui, d'accompagnement pour tous nos étudiants d'ailleurs, pour assurer la persévérance et l'obtention du diplôme. Ultimement, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Par contre, je vous dirais que pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a quand même des personnes, comme le mentionnait Francis, qui ont travaillé dans des crèches à l'étranger, ça s'appelle comme ça, et qui s'en viennent au Canada et qui aimeraient poursuivre leur travail au sein des milieux de garde, d'un service de garde, ou peut-être même partir leur propre service de garde. Donc, il y a un programme, puis je pense que Francis et Marie-France connaissent aussi, c'est les programmes relais qui sont subventionnés. Et les programmes relais, il y a différents thèmes, dont nous avons développé un programme relais pour l'éducation à la petite enfance. Donc, exactement. Puis là, si je me tourne la tête, parce que je vais vous dire en quoi ça concerne, là, mais ça comprend la compréhension, la culture en milieu de travail au Canada, bien sûr, les aspects théoriques et pratiques du développement de la petite enfance, obtenir les certifications obligatoires dans le domaine, être capable de rédiger un CV, une lettre d'introduction, de motivation, puis faire un stage en milieu de travail. Donc, ça permet à la personne nouvellement arrivée au Canada, mis à part du choc et de la froidure à l'hiver, n'est-ce pas, de s'outiller pour pour déposer, justement, pour entrer pour obtenir un emploi en milieu de garde ou ensuite continuer ses études au niveau du diplôme collégial. Donc, ça, c'est une autre voie. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marie-France? Oui. Oui, tout à fait. Collège nordique, on n'est pas encore rendu à faire du recrutement à l'international, mais nos ambitions vont être reflétées dans un proche avenir à ce niveau-là. C'est certain que le recrutement international pour n'importe quelle organisation francophone qui désire augmenter sa capacité dans ses programmes, c'est une option qui est très viable et qui aide à offrir des programmes en français dans des petites communautés et d'assurer qu'on a quelque chose sur place, sur mesure pour eux. Donc, je pense que oui, c'est une bonne porte. J'aimerais ajouter, Martin, que justement, le recrutement international, va bonifier les cibles du gouvernement canadien en immigration et en francophonie. Et aussi, ça devient un atout pour les services de garde lorsque nous formons des éducateurs provenant de d'autres pays qui sont capables de comprendre les réalités culturelles et traditionnelles des familles qui sont déjà rendues au Canada. Donc, et ça devient aussi dans une équipe de travail un enrichissement et je vous dirais, un partage des savoirs qui devient important et naturel entre collègues. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Écoutez, le temps file. On arrive déjà à la fin de cet atelier-là. J'avais plein d'autres questions. Il y en avait quelques-unes dans le clavardage. Mais pour faire écho à vos propos, Marie-France, sur le recrutement international, dans un événement la semaine dernière, on réfléchissait au rôle et à la mission des petits établissements. Puis un des messages qui est sorti de tout ça, c'est que c'est pas parce que c'est un petit établissement qu'il n'a pas de grandes ambitions. Donc, je pense que ça s'applique à vous trois, cette maxime-là. Et je pense que c'est d'autant plus vrai quand on essaie de développer un réseau en petite enfance comme celui auquel tous et chacun qui participent aujourd'hui au symposium s'affairent continuellement. Donc, Marie-France Lanteigne, Lise Frenette, Francis Kassongo, merci beaucoup pour vos interventions dans le cadre de cet atelier. J'ai adoré animer cet atelier avec vous. C'était vraiment intéressant. Et là-dessus, je laisse la parole à Gabrielle qui vous revient avec un dernier message avant de vous laisser à la pause. Gabrielle. Merci beaucoup, Martin, pour l'animation. Merci à vos panélistes, Lise Frenette, Francis Kassongo et Marie-France Lanteigne. On s'est rendu compte qu'il y a eu une erreur dans la vidéo présentée au début de l'atelier. Qu'à cela ne tienne, on s'est dit, quoi de mieux pour clore en beauté
que de diffuser la bonne vidéo avec les citations des éducatrices et des éducateurs sur la formation initiale. Et suite à ça, j'aimerais inviter les panélistes à fermer leur caméra pendant la diffusion de la vidéo et avant de disparaître. Moi-même, je vous invite, chères participantes et participants, à nous joindre dans quelques minutes pour le prochain atelier, les ingrédients clés des formations en contexte de professionnalisation. Un atelier qui, cette fois-ci, aura véritablement pour thème, vous vous en doutez, la formation continue.